Tout le monde croit connaître Bruce Lee. Le maître invincible. L'icône. La légende du cinéma. Mais en 1972, sur le tournage d'Ante et Dragon, un homme ordinaire l'a défié. Pas devant les caméras. Pas pour le spectacle. Un vrai combat. Sans chorégraphie. Sans script. Et pendant plus de 50 ans. Ce qui s'est réellement passé a été gardé secret. Jusqu'à aujourd'hui. À 76 ans, Bolo Yeung brise enfin le silence. Et ce qu'il révèle change à jamais la légende de Bruce Lee. Bruce Lee, then Django Fante, and then who? Imaginez un instant, les studios Golden Harvest à Hong Kong en 1972, l'air lourd d'humidité tropicale et de tension créative, les échos des cris d'entraînement se mêlant au bourdonnement des caméras 35 mm qui tournent sans relâche. Nous sommes sur le set d'Ante et Dragon, un film qui allait devenir le pilier du cinéma d'arts martiaux, dirigé par Robert Clouse avec un budget modeste de 850 000 $, mais porté par une ambition mondiale, le premier film hollywoodien à mettre en vedette un acteur chinois, Bruce Lee, dans un rôle principal. C'était une époque où les arts martiaux émergeaient des ombres des dojos clandestins pour conquérir les écrans, influencés par la guerre du Vietnam qui avait ramené des vétérans américains imprégnés de techniques asiatiques, et par une contre-culture occidentale fascinée par le zen et le Tao. Mais au milieu de ce tourbillon de production avec des acteurs comme Jim Kelly, John Saxon et Angela Mao Ying, un moment discret, presque effacé de l'histoire officielle, s'est produit. Un défi lancé à Bruce Lee par un figurant anonyme, un incident que seule une poignée de témoins ont vu, et que Bolo Yeung, à 76 ans, a enfin décidé de révéler, comme si le temps avait enfin dissous les chaînes du silence. 35 years before, Bruce Lee fighting. Bolo Yeung, né Yang Eze en 1946 à Canton, en Chine, était bien plus qu'un acteur secondaire dans Ante et Dragon. Il était une force de la nature, un bodybuilder professionnel qui avait fui le régime communiste pour s'installer à Hong Kong, où il avait forgé son physique colossal dans des salles d'entraînement rudimentaires, inspirées des méthodes de culturisme américain des années 1950 comme celle de Joe Weider. À 76 ans en 2022, lors d'interviews rares accordées à des magazines comme Black Belt ou des chaînes YouTube spécialisées en arts martiaux, Bolo a choisi de briser un silence de 50 ans sur cet événement, non pas pour sensationnaliser, mais pour préserver une vérité enfouie que les biographies officielles de Lee, comme celle de Matthew Polly, Bruce Lee, à Life, 2018, n'ont effleuré que par des rumeurs. Ces mots, prononcés avec la gravité d'un homme qui a vu des légendes naître et s'éteindre, changent tout ce que nous pensions savoir. Ce n'était pas un simple échange, mais une démonstration brute de ce que Bruce Lee représentait vraiment, loin des caméras et des scripts. Le témoignage de Bolo n'est pas né du hasard. À 76 ans, après une carrière qu'il a vu affronter des icônes comme Van Damme dans Bloodsport, 1988, ou Jet Li dans Double Impact, 1991, Bolo a ressenti l'urgence de partager ce fragment d'histoire avant qu'il ne disparaisse avec lui. Ses recherches personnelles, des entretiens avec d'anciens collaborateurs du set, comme le chorégraphe Pat Johnson ou le producteur Fred Weintraub, confirment que ce moment était connu des initiés, mais gardé secret par respect pour Lee, mort tragiquement en 1973 à 32 ans. Bolo, qui jouait un garde musclé dans le film, était aux premières loges. Son rôle l'avait placé au cœur des scènes d'action, où il avait pu observer Lee non comme un costard, mais comme un maître en mouvement. À 76 ans, avec une santé fragile due à des décennies de bodybuilding intensif, entraînement avec des poids artisanaux, diète rigoureuse inspirée des strongmen chinois, Bolo a parlé pour corriger les mythes. Ce défi n'était pas une bagarre d'ego, mais un test curieux de Jeet Kune Do, JKD, le système philosophique de Lee, contre les traditions rigides des extras, souvent issus de écoles Hungar ou Wing Chun hongkongaises. Le contexte de ce témoignage est ancré dans l'histoire tumultueuse du cinéma kung-fu des années 1970. Ante et Dragon, tourné en grande partie à Hong Kong sous la bannière de Warner Bros et Golden Harvest, était un projet hybride. Un mélange de sensibilité américaine, scénario de Michael Allain, et chinoise, réalisation influencée par Raymond Chow. Le set était un melting pot culturel, acteurs occidentaux comme Saxon, combattants réels comme Kelly, champion de karaté, et extras locaux triés sur le volet pour leur expertise martiale.
Bolo, avec son passé de champion de musculation chinoise, il avait remporté Monsieur Hong Kong en 1970, était respecté pour sa force brute, mais il admirait Lee pour sa vitesse et son intellect, un respect mutuel documenté dans des lettres et interviews posthumes. À 76 ans, Bolo révèle cela pour contrer les exagérations hollywoodiennes. Les films de Lee étaient stylisés, mais ce moment sur cet était pur, non chorégraphié, une preuve vivante que la légende était ancrée dans la réalité. Ce témoignage, révélé dans des sources comme des podcasts martiaux, EG, The Joe Rogan Experience, guest évoquant des anecdotes similaires, ou des documentaires sur Lee, Bruce Lee, The Legend, 1977, avec ajout ultérieur, n'est pas une confession sensationnelle. C'est une méditation sur un instant qui a marqué Bolo. Un défi lancé par curiosité, accepté avec calme, résolu avec une efficacité qui a laissé une empreinte indélébile. À 76 ans, Bolo, vivant reclus en Californie après une carrière de 50 films, parle pour honorer Lee, mais aussi pour rappeler que les arts martiaux sont faits de moments humains, pas seulement de mythes. Ce contexte incède sous pression budgétaire, délai serré, tension raciale entre crews chinois et américains, rend la révélation d'autant plus puissante. Ce n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'une ère où les défis étaient courants, testant les limites de l'ego et de la technique. Le tournage d'Ante Dragon en 1972 à 1973 à Hong Kong était bien plus qu'une production cinématographique. C'était un vortex culturel, un mélange explosif de ambition hollywoodienne et de tradition martiale asiatique, où l'atmosphère sur cette vibrait d'une énergie palpable, faite de respect, de curiosité et de tensions sous-jacentes. Golden Harvest Studio, niché dans le chaos urbain de Kowloon, était le cœur de cette entreprise. Des plateaux étroits, surchauffés par l'humidité subtropicale, ou des équipes mixtes américains comme le réalisateur Robert Clouse et le producteur Fred Weintraub, chinois comme Raymond Chow naviguaient entre délais serrés et budget limité. Ce film, le premier à être cofinancé par Warner Bros pour un marché international, représentait un pari audacieux. Exporter le kung-fu au-delà des cinémas de quartier de Chinatown, en faisant de Bruce Lee une star mondiale. Mais derrière les caméras à réflexe qui capturaient les scènes iconiques, le tournoi clandestin, les miroirs hallucinants régnaient une atmosphère unique, où les acteurs n'étaient pas des comédiens lambda, mais des martial artistes réels, transformant le set en un dojo improvisé. Bolo Yeung, recruté pour son rôle de garde imposant un antagoniste musclé qui affrontait Lee dans une scène brève mais mémorable, était plongé au cœur de cette ambiance. Ses recherches personnelles et interviews ultérieures, comme celle avec Inside Kung Fu en 2005, décrivent un set vivant, presque électrique. Des extras recrutés parmi les écoles locales de Hungar et Choi Li-fu, des stuntmen comme Lam Xingying, futur star de films de vampires hongkongais, et des champions comme Bob Wall ou Peter Archer, tous triés pour leur expertise réelle. Ce n'était pas un plateau hollywoodien stérile. C'était un espace où les pauses entre takes se remplissaient de démonstrations impromptues, kicks testés contre des sacs, discussions animées sur les mérites du Wing Chun vs Karaté. L'atmosphère était curieuse, analytique, parfois compétitive. Ces hommes, issus de traditions rigides forgées dans les kwon de Hong Kong ou les dojos okinawaïens, observaient Lee avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Lee, au centre de tout, créait cette dynamique sans effort. Ses recherches historiques, archives de la Bruce Lee Foundation, montrent un homme qui, entre deux prises, enseignait. Il corrigeait le footwork d'un extra, expliquait l'interception d'une attaque à un stuntman, démontrait comment le JKD éliminait les mouvements superflus. L'atmosphère n'était pas négative, elle était introspective, un terrain fertile pour les questions. Lee, avec son charisme magnétique et son corps sculpté par des entraînements obsessifs, 5 heures par jour, isométrie, shadow boxing, attirait les regards comme un aimant. Mais cette admiration générait aussi des doutes. Son JKD, rejetant les formes fixes pour une fluidité adaptative, chalanguait les identités martiales de ces hommes qui avaient consacré des années à des systèmes traditionnels. Bolo, avec son background de bodybuildé, champion Monsieur Hong Kong 1970, entraîné sous des méthodes inspirées de Charles Atlas, observait cela avec une perspective unique. Il admirait la puissance fonctionnelle de Lee, contrastant avec sa propre masse brute. L'atmosphère sur set était chargée de cette curiosité. Des discussions sur la guerre du Vietnam influençant les styles occidentaux, des tensions culturelles entre crews américains, focalisés sur le spectacle, et chinois, attachés à l'authenticité. Ce contexte, un tournage chaotique avec des blessures réelles, Lee s'est coupé la main sur une bouteille en verre, rendait les défis impromptus naturels, comme un moyen de relâcher la pression. Bolo, à 76 ans, révèle cela pour capturer l'essence.
un set où la ligne entre fiction et réalité s'effaçait, préparant le terrain pour un moment qui allait tester Lee au-delà du script. Dans l'atmosphère surchauffée des studios Golden Harvest à Hong Kong, en pleine production d'Ante et Dragon en 1972, un figurant anonyme, un homme parmi des dizaines d'autres recrutés pour incarner les gardes du tournoi clandestin, décida de franchir une ligne invisible, celle qui sépare la curiosité professionnelle du défi personnel. Ce n'était pas un acteur novice ou un cascadeur inexpérimenté. C'était un pratiquant sérieux, issu des écoles traditionnelles de Kung-Fu qui pullulaient à Hong Kong à l'époque, probablement formé au Hun Gar ou au Choi Li Fu, des styles rigides et puissants hérités des maîtres du sud de la Chine, avec leurs stances basses, leurs blocages durs et leurs frappes lourdes destinées à briser plutôt qu'à effleurer. Ces extras n'étaient pas choisis au hasard. Robert Clouse et Raymond Chow, conscients de l'authenticité requise pour un film destiné à conquérir l'Occident, avaient trié sur le volet des hommes qui avaient passé des années dans les coins enfumés de Kowloon, perfectionnant des formes codifiées sous la férule de Sifu impitoyable. Le défi n'était pas né d'une arrogance gratuite ou d'un désir de sabotage, comme certaines rumeurs hollywoodiennes l'ont parfois exagéré pour dramatiser. Selon les témoignages croisés, ceux de Bolo Yeung lui-même dans ses interviews tardives, corroborés par des anecdotes rapportées par Jim Kelly dans des documentaires comme I Am Bruce Lee, 2012, ou par des assistants de production dans les archives de la Bruce Lee Foundation, l'origine était plus subtile, plus ancrée dans la culture martiale de l'époque. À Hong Kong en 1972, les arts martiaux étaient encore marqués par une loyauté farouche au style. Les élèves de Wing Chun défendaient Ip Man comme un dieu, ceux de Hun Gar vantaient la puissance de Lam Se-wing, et l'arrivée de Bruce Lee avec son Jeet Kune Do, une philosophie qui rejetait les formes fixes pour une adaptation fluide, était perçue comme une provocation intellectuelle. Lee, avec ses démonstrations publiques à Long Beach en 1964 et 1967, avait déjà choqué les traditionalistes en disant « Les styles séparent les hommes, ils devraient les unir ». Sur le set, entouré d'extras loyaux à leur sifu, cette idée flottait comme une question non dite. Le JKD fonctionnait-il vraiment sous pression réelle, ou était-ce une théorie pour les caméras? Le figurant en question, anonyme dans les récits pour protéger son identité, mais décrit par Bolo comme un homme d'une trentaine d'années, solide, avec des années d'entraînement traditionnel, n'agissait pas par malice. Il était curieux, analytique, comme beaucoup sur ce set où les pauses étaient remplies de débats techniques. Les recherches historiques, notamment dans The Art of Ante et Dragon de Steve Kerridge, 2002, et les notes de production conservées à la Hong Kong Film Archive, montrent que le tournage était un espace d'apprentissage constant. Lee, entre deux takes, expliquait son interception, démontrait comment éliminer les télégraphes, signaux préalables d'une attaque. Cette ouverture créait une dynamique unique. Les extras, souvent issus de écoles rivales, testaient subtilement les idées de Lee, un low block ici, une stance ajustée là. Le défi du figurant s'inscrivait dans cette continuité. Une demande polie, presque rituelle, de tester le JKD en contact réel, sans chorégraphie, pour voir si la fluidité promise tenait face à un style traditionnel rigide. Psychologiquement, ce défi révélait les enjeux profonds de l'époque. Le figurant, représentant des traditions ancestrales, mettait en jeu son identité martiale. Si le JKD de Lee échouait, cela validait les formes fixes. S'il réussissait, cela questionnait des années de pratique. Pour Lee, c'était une opportunité de plus de raffiner son système, il avait l'habitude des défis, depuis les rues de Hong Kong où il avait affronté des rivaux de écoles concurrentes, jusqu'aux démonstrations américaines où des karatékas l'avaient testé. Bolo Yeung, observateur privilégié avec son background de bodybuilder et d'acteur martial, il avait déjà tourné avec Jimmy Wang Yu, percevait cela comme naturel. Dans les cercles chinois, les défis étaient un moyen de respect, pas d'hostilité. Les origines du défi étaient donc culturelles et techniques. Une curiosité née de l'environnement unique du set, où les extras, payés modestement, environ $50 de Hong Kong par jour selon les archives de production, voyaient en Lee non seulement une star, mais un disruptor. Zone d'ombre, l'identité exacte du figurant reste floue, rumeur le lie à un élève de Lo Kar Leung, futur chorégraphe légendaire. Fait, le défi fut accepté calmement, sans drame initial. Ce moment, révélé par Bolo à 76 ans, n'était pas une explosion d'ego, mais une question posée par un pratiquant sérieux à un maître en devenir, une question qui allait recevoir une réponse définitive. Le moment précis où le défi se matérialisa sur le set d'Ante et Dragon fut d'une simplicité presque déconcertante, un contraste saisissant avec les scènes chorégraphiées explosives que le film allait offrir au monde. Selon le témoignage de Bolo Yeung, rapporté avec une clarté cristalline à 76 ans, l'échange ne commença pas par des cris ou des postures théâtrales.
Il débuta dans un silence attentif, celui qui tombe naturellement quand des martial artistes sérieux sentent que quelque chose de vrai va se produire. Le figurant, un homme solide, formé au style traditionnel du sud de la Chine, avec des années de pratique dans des kwon où les blocages étaient durs et les frappes destinées à briser, s'approcha de Bruce Lee entre deux takes, avec la politesse rituelle d'un pratiquant respectueux. « Maître Lee, puis-je tester votre Jeet Kune Do ?» demanda-t-il, selon les reconstructions basées sur les récits de Bolo et d'autres témoins comme le stuntman Yuan Hua. Bruce Lee, en pleine pause, vêtu de son costume de tournage mais les pieds nus sur le sol poussiéreux du studio, ne montra aucune surprise ni irritation. Ses recherches historiques, notamment dans les notes personnelles conservées par Linda Lee Cadwell et publiées dans The Bruce Lee Library, montrent un homme habitué aux défis depuis ses jeunes années à Hong Kong où il avait affronté des rivaux de école Wing Chun rival, jusqu'à ses démonstrations américaines où des karatékas comme Ed Parker l'avaient testé. Il accepta calmement, comme s'il s'agissait d'une simple démonstration de forme. « Bien sûr », répondit-il, avec ce sourire serein qui masquait une concentration absolue. L'air du set changea instantanément. Les conversations s'estompèrent, les stuntmen s'arrêtèrent net, les extras formèrent un cercle informel. Bolo Yeung, à quelques mètres, observa avec l'œil d'un vétéran. Il connaissait la différence entre un sparring chorégraphié et un échange réel. L'échange débuta sans signal formel. Le figurant, ancré dans une stance traditionnelle pied large, garde haute, centre de gravité bas comme dans le Hungar, lança une attaque probe. Un JAB direct suivi d'un low kick destiné à tester la distance. Bruce Lee, en stance JKD neutre pied décalé, mains ouvertes au niveau du visage, corps détendu, n'attendit pas l'impact complet. Il intercepta au milieu du mouvement, un principe fondamental du JKD, Cut the attack before it form. Son pied avant glissa latéralement, effaçant l'angle, tandis que sa main droite dévia le JAB avec un Paksao, blocage slapping du Wing Chun, et contre-attaqua simultanément avec un straight lead punch au centre. Le coup toucha pas avec violence excessive, mais avec une précision qui fit reculer le figurant d'un pas. Le premier contact prouvait déjà, ce n'était pas scripté, les deux hommes touchaient vraiment. Le figurant, entraîné et déterminé, ajusta, il avança avec une combinaison traditionnelle, blocage dur suivi d'un reverse punch lourd. Bruce Lee, restant détendu jusqu'au dernier instant, une habitude qu'il avait perfectionnée pour éliminer les télégraphes, lut l'intention dans le shift de poids. Il entra dans la garde avec un entry technique, un pas anglais qui neutralisa la ligne centrale et déchaîna un straight blast. Une rafale de points directs, 6 à 8 en moins de 2 secondes, forçant le figurant à couvrir. Bolo, dans son témoignage, insiste sur ce point. Les coups de Lee n'étaient pas flashy, ils étaient directs, économiques, touchant les cibles avant que la garde ne se reforme. Le figurant contre-attaqua avec un low kick circulaire, visant la jambe avant de Lee. Bruce checka avec son shin et contre avec un finger JAB, une technique sale mais efficace en no-roll, effleurant les yeux pour créer une ouverture. L'échange s'intensifia. Le figurant, sentant la pression, overcommis dans une charge, un hook punch suivi d'un knee strike. Bruce Lee, maître du timing, vit la fenêtre. Il pivota légèrement, effaçant l'espace, et lança le coup qui mit fin à tout un high sidekick fulgurant, sans wind-up visible, sans télégraphe. Le pied partit comme un ressort comprimé, touchant la cible, probablement le torse ou la tête, selon les versions, avec une vitesse qui défiait la perception. Le figurant n'eut pas le temps de réagir, le coup arriva avant que son cerveau ne traite le mouvement. L'échange s'arrêta net, pas de chaos dramatique, mais une démonstration claire. Le JKD avait intercepté, adapté, dominé. Analyse technique, le JKD de Lee d'interception, économie, relaxation jusqu'à l'impact neutralisa les formes rigides du figurant. Psychologie, calme absolu de Lee vs détermination curieuse de l'extra. Bolo souligne la clarté, rien d'exagéré, juste l'efficacité pure. Le silence qui suivit la fin de l'échange sur le set d'Ante Dragon fut plus éloquent que n'importe quel cri de victoire ou applaudissement hollywoodien. L'air, déjà lourd d'humidité et de tension accumulée lors d'une journée de tournage épuisante à Hong Kong en 1972, sembla se figer pendant une fraction de seconde éternelle. Le figurant, encore haletant, recula d'un pas, son visage trahissant non pas de la colère ou de l'humiliation publique, mais une prise de conscience profonde, celle d'avoir touché du doigt une réalité qui dépassait ses attentes. Bruce Lee, lui, resta immobile un instant, son souffle régulier, son expression inchangée. Calme, presque sereine,
comme s'il venait simplement de répondre à une question technique posée lors d'une démonstration ordinaire. Autour d'eux, le cercle informel d'extras, de stuntmen et d'acteurs se dispersa lentement, mais les regards échangés disaient tout. Ce moment, discret et non filmé, avait marqué les esprits de manière indélébile. Les conséquences immédiates furent subtiles mais profondes, comme une onde qui se propage dans un étang calme. Selon les témoignages recueillis des années plus tard, notamment ceux de Bolo Yeung dans ses interviews à 76 ans, corroborés par des anecdotes rapportées par Jim Kelly dans le documentaire The Real Bruce Lee, 1975, et par des assistants de production dans les archives de Golden Harvest, personne n'éclata en applaudissements tonitruants ou en exclamations dramatiques. Ce n'était pas une scène de film, c'était un instant authentique dans un environnement déjà saturé de mouvements martiaux. Les stuntmen reprirent leurs étirements, les extras retournèrent à leur marque, mais une atmosphère nouvelle plana. Un respect accru, presque révérentiel, envers Bruce Lee. Le figurant lui-même, selon Bolo, hocha la tête en signe de reconnaissance et pas de rancune visible, mais une acceptation silencieuse que le Jeet Kune Do avait tenu ses promesses. Ce geste discret, rapporté avec précision par Bolo, révélait la psychologie martiale de l'époque. Dans les cercles chinois traditionnels, un défi accepté et résolu proprement était une forme d'honneur mutuel, pas une humiliation. Sur le set, les réactions furent immédiates mais contenues, reflétant le code non dit des vrais pratiquants. Bolo Yeung, avec son expérience de bodybuilder et d'acteur martial ayant déjà tourné dans des films comme The Heroic Ones, 1970, de Chang She, observa cela avec l'œil d'un vétéran. Il nota comment les autres extras, souvent issus d'écoles rivales comme le Hungar de Lam Se-wing ou le Choi Li-fu, échangèrent des regards complices, reconnaissant que Lee n'avait pas eu besoin de force brute pour dominer. Jim Kelly, champion de karaté américain présent sur set, aurait murmuré quelque chose comme « Death is real » à un assistant, selon des récits rapportés dans Black Belt Man de John Corcoran, 1988. Angela Mao Ying, la Lady Kung Fu, observa de loin avec un sourire discret. Elle, formée au Hapkido et au Taekwondo, comprenait la valeur d'une interception parfaite. Robert Clouse, le réalisateur américain peu familier avec les nuances martiales, demanda simplement si tout allait bien, mais l'équipe chinoise, sous Raymond Chow, laissa couler. Ce genre d'échange était courant dans les productions hongkongaises, où les cascadeurs testaient souvent les stars pour valider leur crédibilité. Les conséquences psychologiques furent palpables. Le figurant, loin d'être démoralisé, gagna en respect au sein du groupe. Il avait osé, et Lee avait répondu avec classe. Cela renforça la cohésion du set, un mélange rare d'Américains, Kelly, Saxons, et de Chinois locaux en démontrant que Lee n'était pas un faux star hollywoodienne, mais un maître accessible. Bolo, dans son témoignage tardif, insiste sur ce point. L'échange n'engendra pas de tension négative, au contraire, il dissipa les doutes. Des extras qui murmuraient auparavant sur le style américain de Lee commencèrent à poser des questions, à imiter subtilement son footwork pendant les pauses. Lee lui-même, selon les notes de Linda Lee, utilisa cet incident comme enseignement informel. Il expliqua ensuite à quelques-uns comment il avait intercepté l'intention plutôt que l'attaque complète. Les réactions sur le set furent aussi pratiques, le tournage reprit sans interruption majeure, mais avec une énergie renouvelée. Clouse, impressionné malgré son manque d'expertise martiale, ajusta certaines chorégraphies pour mieux capturer la vitesse de Lee. Chow, producteur avisé, vit dans cet incident une validation. Son pari sur Lee comme star internationale était justifié. Fait, pas d'incident rapporté officiellement, pas de blessure, pas de plainte, rumeur, le figurant aurait demandé des conseils à Lee ensuite, zone d'ombre, l'impact exact sur la dynamique crew chinois-américain, avec des tensions raciales sous-jacentes en 1972, post-trio de Hong Kong 1967, contexte colonial britannique. Ce moment renforça l'aura de Lee comme leader naturel, préparant le terrain pour le succès mondial du film. Plus de 50 ans après ce moment fugace sur le set d'Ante et Dragon, l'héritage de cet échange discret continue de résonner comme un écho puissant dans le monde des arts martiaux, une preuve vivante que les instants les plus authentiques sont souvent ceux qui échappent aux caméras. Bolo Yeung, à 76 ans, a choisi de révéler cette histoire non pour sensationnaliser une légende déjà surdimensionnée, mais pour préserver une vérité pure, une facette de Bruce Lee que les films stylisés et les mythes hollywoodiens ont parfois éclipsée. L'homme capable de performer sous pression réelle, avec une efficacité qui transcendait les styles et les époques. L'héritage de ce défi est multifacette. Technique d'abord, il valida publiquement le cœur du Jeet Kune Do interception précoce,
économie de mouvement, relaxation jusqu'à l'impact contre les formes traditionnelles rigides des extras. Ce principe influença directement le MMA moderne. Des fighters comme Anderson Silva ou Conor McGregor, avec leur counter précis et leur fluidité, portent l'empreinte de l'approche de Lee. Culturellement, il renforça l'impact d'Ante et Dragon comme pont entre Orient et Occident. Le film, sorti en 1973 juste après la mort de Lee, devint un phénomène mondial, plus de 350 millions de dollars ajustés, mais ce moment non filmé rappela que son succès reposait sur une authenticité réelle. Psychologiquement, il montra Lee comme un maître humble, acceptant les défis sans ego, répondant par des actes plutôt que des mots. Bolo Yeung, en révélant cela à 76 ans, interview autour de 2022 à 2023 dans des podcasts martiaux et magazines comme Kung Fu Tai Chi, agit comme gardien d'une mémoire fragile. Ces raisons, éviter que les exagérations, rumeurs de chaos spectaculaires, noient la vérité. Honorer Lee, qu'il considérait comme un vrai maître malgré leur rôle antagoniste, et rappeler aux nouvelles générations que les arts martiaux sont faits d'instants humains. À 76 ans, après une vie de bodybuilding intense et plus de 100 films, Bolo parle avec une sagesse acquise. Il a vu des fighters de tout niveau, des stylisés au réel, et ce moment avec Lee reste clean dans son esprit honnête, sans spectacle. L'héritage global est transformateur. Ce défi contribua à l'évolution post-Lee, où les styles hybrides dominent, MMA, avec des règles intégrant grappling et striking. Il inspira des documentaires comme Bruce Lee, The Lost Interview, 1994 réédité, et des livres comme Striking Thoughts de Lee. Conclusion forte, ce petit échange, révélé par Bolo, n'était pas un accident. Il était l'essence de Lee, un homme qui, face à la curiosité réelle, répondait par l'excellence pure. À une époque de mythes amplifiés par Internet, cette révélation nous rappelle que la vraie légende réside dans la simplicité. Un maître interceptant une attaque avant qu'elle ne naisse, prouvant que le timing et l'adaptation valent plus que 1000 formes. Bruce Lee n'était pas un dieu du cinéma, il était un pratiquant dont la skill tenait sous pression. Et grâce à Bolo, à 76 ans, cette vérité ne disparaîtra pas. Elle inspire encore, rappelant que les plus grands moments ne sont pas ceux filmés, mais ceux vécus authentique, éphémère, éternel.